Le soldat rentra chez lui, héritant d'un manoir délabré que toute la famille de son ex-femme considérait comme une vulgaire poubelle sans valeur. Mais à l'intérieur de cet endroit même, lui et sa fille découvrirent une vérité si puissante qu'elle força ceux qui l'avaient jadis traité d'inutile à baisser la tête de honte. Des rires et des bavardages résonnaient sur la pelouse luxuriante et verdoyante du grand domaine de la famille de Sofia. L'atmosphère était à la fête, en partie pour l'anniversaire de la grand-mère, en partie pour le rassemblement des personnalités les plus influentes de la ville. Tout se déroulait sans accroc jusqu'à ce que le portail en fer s'ouvre en grinçant. Thomas Miller, 45 ans, se tenait à l'entrée, un sac de pactage militaire usé par le temps jeté sur une épaule. Il portait une chemise bleu pâle et un simple pantalon kaki, plus mince qu'avant, la peau hâlée, mais il se tenait droit. À côté de lui, une petite fille, Ella, portait une robe modeste, ses cheveux soigneusement tressés en 2 couettes. Ses grands yeux brillaient de nervosité et d'excitation. Sa petite main serrait fortement celle de son père. Personne ne les salua. Les conversations s'interrompirent, les têtes se tournèrent. Thomas fit quelques pas en avant et s'arrêta juste au bord du tapis blanc du banquet. « Je suis ici pour chercher Ella », sa voix n'était pas forte, mais assez claire pour que ceux qui se trouvaient à proximité l'entendent. Sofia se retourna, ses lèvres rouges se pincèrent quelques secondes avant de se transformer en un sourire de circonstance. « Vous êtes un peu en avance. » Thomas tendit une feuille de papier. « Selon l'ordonnance du tribunal, aujourd'hui est le jour où je l'emmène vivre avec moi. Les 3 premiers mois sont une période d'essai, après quoi les avocats des 2 parties réévalueront la situation. » Sofia regarda le papier comme s'il s'agissait de la carte d'un restaurant de bord de route. « Oui, je me souviens. » Puis elle inclina la tête vers l'enfant. « Ella, tu veux y aller ?» Ella leva les yeux vers sa mère, puis vers son père. Elle hocha légèrement la tête, et la dit Jonada. Une cousine à proximité ricana à voix basse, « Eh bien, le papa soldat est venu chercher son enfant. » Un homme d'âge mûr s'appuya sur la table et ajouta, « N'ai-je pas entendu dire que Thomas a hérité de cette vieille masure sur la colline ? Je suis sûr que même les Rani vivraient plus maintenant. » Des ricanements traversèrent la foule. Thomas ne dit rien. Il s'agenouilla et ajusta la lanière de la chaussure d'Ella avec une précision silencieuse. Elle lui serra légèrement la main, les larmes lui montèrent aux yeux. Sofia croisa les bras, son sourire avait disparu, remplacé par une froideur coupante. « Thomas, je ne vous empêche pas de la prendre. C'est votre droit légal. Mais si vous comptez vraiment l'emmener dans un endroit qui manque de nécessités de base, alors je me réserve le droit de déposer une demande de réévaluation de ses conditions de vie. » Thomas se redressa. « Ma fille a besoin de quelqu'un qui l'aime vraiment, pas de luxe. Je m'assurerai qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. Ce que pensent vos proches ne me concerne pas. » Un autre parent intervint, attisant les flammes, « Mais Sofia a raison. Élever une fille comme ça, n'est-ce pas la même chose que l'abandonner ?» Les lèvres de Sofia se courbèrent pour un coup de grâce final. « Si ma fille doit vivre dans un endroit comme celui-là, ce n'est qu'un malheur après l'autre. » L'air devint immobile. Le seul bruit fut le léger tintement d'une cuillère contre la porcelaine d'une table voisine. Thomas regarda Sofia un long moment, sans colère, sans réplique, juste un regard. Puis il se tourna vers Ella, lui prit doucement la main et dit, juste assez fort pour que tout le monde l'entende, « Rentrons à la maison, ma chérie. Ta mère a déjà fait son choix. » Le père et la fille sortirent du jardin, traversant une foule de regards. Certains compatissants, certains méprisants, certains indifférents. Mais Ella ne regarda pas en arrière. Elle s'accrochait à la main de son père, comme si c'était la seule chose solide qui lui restait dans la vie. Et alors que leur silhouette disparaissait derrière les arbres, personne ne remarqua qu'un invité sortit discrètement son téléphone et enregistra toute la scène. Cette vidéo, quelques jours plus tard, allait devenir virale sur les réseaux sociaux avec un seul titre, « Un pauvre père humilié à la fête », mais sa réponse a laissé toute la foule sans voix. Le père et la fille quittèrent le lieu de la fête peu après. Leur petit pick-up tourna sur un chemin de terre étroit, ses pneus crissant sur le gravier meuble qui murmurait comme des chuchotements venant des entrailles de la terre. La route était déserte, pas une âme en vue. Lorsque le camion s'arrêta finalement devant un portail en fer rouillé, Ella pressa son front contre la vitre et murmura, « C'est notre nouvelle maison, papa ?» Thomas ne répondit pas tout de suite. Il coupa le moteur, se pencha en avant, les 2 mains sur le volant, et regarda à travers la maille de métal rouillé. Au-delà du portail se dressait un manoir de 3 étages,
se dressant comme un souvenir oublié. Ses murs étaient tachetés et écaillés, le toit irrégulier, des vignes enchevêtrées s'accrochant jusqu'aux avant-toits. Un côté du balcon s'était complètement effondré, ne laissant qu'une poutre éclatée. L'air était humide, lourd de l'odeur de mousse et de terre en décomposition, imprégnant le vent de fin d'après-midi. Thomas sortit, fit le tour de l'arrière du camion et sortit une valise et un sac à dos. Il revint et tendit une main à sa fille. Ella hésita quelques secondes avant de prendre sa main et de descendre. Sa robe s'accrocha aux herbes qui lui arrivaient aux genoux. Thomas sortit une vieille clé. Il fallut 3 tours complets avant que le portail ne s'ouvre en grinçant avec un long gémissement guttural, comme quelque chose qui se réveillait du plus profond de la terre. Alors qu'ils entraient, Ella pencha la tête en arrière et leva les yeux vers la maison. « Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ici ?» Thomas répondit simplement, « Cela appartenait à votre grand-oncle. Il est décédé il y a longtemps. J'ai hérité de la maison. » La porte d'entrée oscilla légèrement lorsqu'il la poussa avec son épaule. Une bouffée d'odeur les frappa, poussière, bois pourri, le souffle épais du temps lui-même. À l'intérieur, les planches de bois s'effritaient, les murs étaient couverts de moisissures, des toiles d'araignée tissées comme des rideaux. Une lumière tamisée filtrait à travers une fenêtre recouverte de poussière, pas assez pour révéler clairement les formes à l'intérieur. Un fauteuil renversé gisait sur le côté, une étagère effondrée au centre du salon. Une photographie encadrée gisait face contre terre, le verre fissuré. Thomas se pencha et la retourna. Un portrait en noir et blanc d'un jeune homme, debout devant cette même maison, le visage sévère, les yeux sombres et scrutateurs. Son jeune frère, Edmund, disparu depuis près de 20 ans. Ella dijonada. Elle avança, effleurant doucement la table poussiéreuse de ses doigts. Lorsque Thomas parvint finalement à ouvrir les volets, la lumière du soleil inonda la pièce, révélant tout avec une netteté saisissante, chaque coin brisé, chaque relique fanée par le temps. Ella explora le rez-de-chaussée. La cuisine était un désordre chaotique de casseroles rouillées et d'un réfrigérateur vide. Le bureau était rempli de vieux papiers et de cartes des environs, gribouillées de notes audacieuses et concises. Elle s'arrêta devant une lourde porte en bois, qui s'ouvrait sur une ancienne bibliothèque. Cet espace semblait différent, comme s'il avait été délibérément préservé. Les murs étaient jaunis, les étagères poussiéreuses mais intactes. Au centre était accroché un tableau, fané et écaillé. Il représentait quelque chose comme une personne debout devant une obscurité inégale. Elle plissa les yeux en le regardant. Elle avait l'impression que la personne ne se tenait pas du tout debout, mais se cachait. Pendant ce temps, Thomas monta à l'étage. Sur une table d'appoint près de l'escalier, il trouva un petit carnet en cuir usé, coincé entre 2 annuaires téléphoniques périmés. L'ouvrant, il reconnut immédiatement l'écriture d'Edmond. Sur la toute première page, une seule ligne disait « Ce n'est qu'en regardant en arrière que l'on peut voir ce qui a été laissé ». Il tourna quelques pages. Il y avait de brèves notes sur le vent passant à travers les fissures dans les murs, d'étranges marques sur une carte dessinée à la main, mais la plupart des pages étaient blanches. Thomas ferma le carnet et redescendit. Ce soir-là, ils dînèrent assis sur le plancher en bois, qu'ils avaient balayé du mieux qu'ils pouvaient, une table pliante de fortune, 2 boîtes de repas à emporter et une seule bougie plantée dans une vieille boîte de lait concentré. Elano commut au chaud, mais de temps en temps, elle levait les yeux vers son père. « Papa, cet endroit, ce n'est peut-être pas comme la maison de maman, mais je pense que même s'il n'y a pas de jouets ici, le fait de t'avoir me suffit. » Thomas posa sa fourchette, marqua une pause, puis hocha doucement la tête. « Alors peut-être que je n'ai pas mal commencé. » Ella sonriot juste un peu. La nuit tomba et le vent se leva. Il hurlait à travers les fissures des portes, les branches raclant contre les murs comme des voix chuchotées à l'extérieur. Thomas installa Ella dans un lit improvisé, fait de couvertures pliées. Elle serra fort son ours en peluche et s'endormit. De retour dans le salon, Thomas alluma une lampe de poche et rouvrit le carnet. La dernière page semblait plus épaisse que les autres. Avec précaution, il passa un ongle le long de la reliure jusqu'à ce qu'un petit morceau de papier triangulaire en glisse. C'était un fragment de carte. Le papier avait jauni avec l'âge, un cercle rouge marquait un endroit étiqueté CR avec une encre d'apparence complètement différente. Thomas resta immobile quelques minutes. Puis il glissa le morceau dans la poche de sa chemise et leva les yeux vers la photo fissurée d'Edmund, souriant légèrement derrière le verre brisé. Les mots précédents résonnèrent dans son esprit, ce n'est qu'en regardant en arrière.
Il ne savait pas encore ce qu'il venait d'ouvrir, mais au plus profond de lui, quelque chose remua. Quelque chose dans cette maison ne collait pas. Et peut-être que toutes les portes que nous ouvrons ne nous mènent pas à ce que nous espérons trouver. Qu'est-ce qu'il attendait au-delà de celle-ci? Thomas referma le carnet en cuir marron, ses doigts encore poussiéreux de la crasse de la section de mur derrière la cheminée qu'il venait de démonter. À l'intérieur de cette vieille cavité cachée, il n'y avait rien d'autre qu'un petit morceau de papier calque jauni, soigneusement plié en 4. Sur celui-ci, une seule ligne d'écriture, rugueuse et inégale, comme le gribouillis de quelqu'un contemplant quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Toutes les mémoires ne sont pas écrites à l'encre. La signature en dessous, E.B. E.B. Signifiait Edmund Bennett, le défunt oncle dont personne dans la famille de Thomas n'avait jamais vraiment parlé. Thomas resta silencieux quelques secondes. Il regarda la bibliothèque de la maison, calme, intacte, comme si personne n'y avait jamais mis les pieds. Puis il se leva, remit son manteau, laissa Ella continuer à dormir dans sa chambre, et prit tranquillement le bus pour la ville. La bibliothèque de la ville était nichée derrière une rangée de vieux érables, ressemblant plus à une chapelle oubliée qu'à un espace public moderne. Thomas poussa la porte. Il n'y avait personne à l'accueil, seulement le léger bruit d'un balai balayant quelque part au fond des rayons. Il était sur le point de se diriger vers la section des archives lorsqu'une voix de femme s'éleva, basse, légèrement rauque et délibérée dans son ton. « Vous êtes ici pour Edmond Bennett, n'est-ce pas » Thomas se retourna, surpris. Une femme âgée, à la silhouette menue et aux cheveux argentés soigneusement attachés, le regardait par-dessus une étagère. « Excusez-moi, comment savez-vous qui je suis ?»« Parce que vous avez ces yeux. Et personne n'entre ici un matin d'hiver à moins d'essayer de déterrer le passé. » Elle posa le balai et s'approcha. « Je suis Margaret Chen. Je travaillais comme greffière à la mairie avant de déménager ici. Edmund venait souvent à cette bibliothèque durant ces dernières années. Si vous êtes son neveu, alors. » Thomas, encore sous le choc de l'instant, hocha la tête. « Je suis Thomas. Je viens d'emménager dans la maison qu'il a laissée. » Margaret marqua une pause, son visage trahissait un mélange de confusion et d'émotion contenue. Il disait autrefois que cette maison n'était pas faite pour y vivre. C'est une porte, un test, pas pour ceux qui cherchent le repos. Thomas sentit son cœur s'accélérer. Cette phrase, elle était presque identique au message qu'il venait de trouver. Étiez-vous proche de lui? Je le connaissais, mais plus que cela, je lui dois une dette de gratitude. Après le décès de mon mari, Edmond m'a écrit une lettre de sa main, me disant, les souvenirs, lorsqu'ils sont oubliés, sont comme les morts laissés sans sépulture. C'est peut-être pour cela qu'il m'a laissé ceci. Elle ouvrit un petit tiroir sous le bureau de la bibliothécaire et en sortit une vieille enveloppe, son cachet légèrement desserré par le temps. Il me l'a envoyée il y a 15 ans. Il m'a dit, ne la donne que si quelqu'un de la famille vient la chercher. Et ce matin, j'ai rêvé de lui pour la première fois depuis toutes ces années. Thomas prit l'enveloppe. Son cœur battait la chamade en voyant son nom écrit dessus. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une feuille jaune jaunie, l'écriture rugueuse mais délibérée, si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez fait le premier pas. Ne faites pas confiance à tous les murs. Ne négligez rien de petit. J'ai laissé 3 marques X, garde-manger, bibliothèque, chambre principale. Chaque endroit est une couche de masque. Celui qui trouve les 3 est celui en qui j'ai placé ma confiance finale. Edmund Bennett. Joint à la lettre se trouvait un plan de la maison dessiné à la main, simple mais marquant clairement 3X à l'encre rouge. Margaret haussa les sourcils en jetant un coup d'œil à la carte. Il disait autrefois, ce n'est pas un trésor, c'est un vœu destiné à quelqu'un doté de suffisamment de patience. Pensez-vous être cette personne? Thomas plia la lettre, ses mains tremblantes encore. Je n'en suis pas sûr, mais je ne pense pas pouvoir faire demi-tour maintenant. Et cette nuit-là même, quelque chose se produisit, quelque chose de si inattendu que même Thomas ne l'avait pas vu venir. Pendant 2 nuits consécutives, Thomas n'avait pas pu dormir profondément. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de son défunt oncle Edmond, apparaissant au milieu d'une pile de vieux papiers, ses yeux semblant chuchoter quelque chose que Thomas n'était pas encore assez perspicace pour comprendre. Depuis qu'il avait emménagé dans la maison, cela ressemblait à un jeu psychologique prolongé. Une note dans le tiroir de la cuisine disait, ce n'est que lorsque le cœur est prêt à s'ouvrir que la pièce révélera son chemin.
puis vint l'histoire que la vieille bibliothécaire avait racontée sur Edmond, l'homme qui avait autrefois déclaré qu'il ne laisserait pas un seul sou à quiconque ne comprendrait pas la vraie valeur d'un foyer. Thomas avait toujours cru en la logique, en les documents notariés, en les contrats et les testaments. Il ne croyait pas aux récits d'or caché ou d'argent enfoui, ne croyait pas qu'un vieil homme solitaire laisserait derrière lui une sorte de trésor comme dans un film. Il était venu ici pour un abri, pas pour courir après un rêve farfelu. Alors, quand Ella lui demanda par hasard, « Papa, j'ai vu une marque X rouge sur le plan que nous avons trouvé hier. Tu penses que ça veut dire quelque chose ?» Thomas n'avait que légèrement souri. « Juste une farce, ma chérie. Probablement, oncle Edmund l'a juste marqué pour égarer les gens. » Elano dit jaune à Damas. Elle continua simplement à dessiner dans le coin de la bibliothèque, une pièce calme et poussiéreuse remplie de l'odeur de moisi des vieux livres, que Thomas avait prévu de transformer en coin lecture pour elle. Mais alors, papa, cette partie ici, elle est inégale. Ella pointa le tapis dans le coin de la pièce. Un côté était clairement surélevé, comme si quelque chose se trouvait en dessous. Dans la lumière jaune tamisée de l'ampoule au plafond, Thomas s'approcha, ses doigts traçant le bord du tapis usé. Il s'immobilisa à mi-chemin, lorsque ses doigts touchèrent quelque chose de plus dur que le plancher en bois. Une étrange sensation lui parcourut l'échine, comme un frisson du passé. Avec précaution, il souleva chaque bord du tissu. Son cœur commença à battre la chamade. Une croix rouge foncée apparut, non pas comme de l'encre fraîche, mais comme une trace fanée de rouge à lèvres secs, usée par le temps, pourtant encore assez claire pour le faire s'arrêter net. Ce n'était pas n'importe quelle marque. Elle correspondait, étrangement, à l'endroit exact marqué sur le vieux plan qu'il avait déterré d'un dossier poussiéreux, l'emplacement au millimètre près. Thomas recula, les yeux grands ouverts, la poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Sa main trembla légèrement lorsqu'il sortit un couteau de poche et commença à faire levier sur les bords en bois. Le coup sec du bois qui craque retentit avec dureté, comme si toute la maison retenait son souffle. Le panneau s'ouvrit. En dessous se trouvait une trappe en fonte avec une poignée rouillée, mais étrangement sans serrure. Elle était là, comme si elle avait attendu depuis toujours que quelqu'un la trouve. « Bon Dieu !» murmura Thomas, sa voix rauque, « pas possible. » Ella se tenait à côté de lui, le visage levé, les yeux grands ouverts d'anticipation. « Je veux y aller avec toi, papa. Je promets que je ferai attention. » Thomas se tourna vers elle, son regard s'adoucissant, bien que l'inquiétude plisse encore son front. Il posa une main sur sa petite épaule et serra doucement. « Alors nous y allons ensemble, mais tu dois rester prêt, d'accord ?» Elle hocha la tête, et ensemble, père et fille, s'avancèrent vers la porte que le temps venait d'ouvrir, un endroit où le passé et l'avenir les attendaient. Thomas regarda les yeux résolus d'Ella et hocha la tête. Il prit une lampe de poche dans le tiroir, serra sa main et souleva la trappe. Les escaliers en bois grinçaient sous leurs pieds, usés et fragiles. Un air froid et humide monta à leur rencontre. Ils descendirent marche après marche, le bois gémissant sous eux, résonnant comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des lustres. Le sous-sol était plus grand que Thomas ne l'avait imaginé. Des draps blancs recouvraient chaque étagère, chaque table, chaque statue en bois sculpté, et pourtant il n'y avait presque pas de poussière, comme si l'endroit avait été nettoyé il y a longtemps, puis hermétiquement fermé. Au centre de la pièce se trouvait un grand coffre, sécurisé par 3 cadenas de fer, désormais réduits à de simples décorations. Thomas en tourna un. Clic. Il s'ouvrit. Il sursauta. Le deuxième fit de même, et le troisième se défit aussi facilement que s'il n'avait jamais été fermé. Il souleva le couvercle. Ella retint son souffle. À l'intérieur se trouvait un trésor au sens littéral, des boîtes en bois remplies de petits lingots d'or, d'argent pur, de vieilles pièces de guerre, et même d'anciens livrets bancaires et d'obligations datées, soigneusement arrangés et étiquetés par des notes manuscrites, réserve d'urgence, ne pas partager avec des étrangers, pour celui qui comprend la vraie valeur de cette maison. Thomas resta immobile. Il avait cru autrefois que ce n'était que des mots sentimentaux, mais maintenant c'était le testament vivant d'Edmund, non pas inscrit dans des codes juridiques, mais lié par la foi. Ella attrapa une photo encadrée au fond du coffre, une photo de Thomas enfant, à moitié cachée derrière la jambe d'Edmond. Sous le cadre, une ligne manuscrite disait « Si un jour tu reviens, laisse la confiance te guider pour ouvrir la bonne porte. » Thomas serra la main de sa fille. « Nous l'avons trouvé, Ella. Est-ce que ça veut dire que d'autres personnes peuvent le prendre aussi ?»
Thomas la regarda, silencieux. Il savait que la tempête de la famille de son ex-femme ne faisait que commencer. Il ne resterait pas silencieux une fois que la nouvelle du trésor éclaterait. Mais une chose était maintenant certaine, ce trésor n'était pas destiné à eux. Cette nuit-là, pendant que Thomas triait les vieux registres bancaires, le téléphone fixe du salon sonna une fois, puis se tut. Et ce qui se passa ensuite dépassa tout ce qu'il aurait pu imaginer. La trappe se referma derrière eux. Thomas sortit le premier, sa chemise trempée de sueur, ses mains encore poussiéreuses de copeaux de bois. Ella le suivait de près, ses yeux brillants d'un mélange de confusion et d'excitation. Chaque pas dans l'escalier semblait les éloigner d'un secret trop incroyable pour être prononcé à voix haute. Thomas posa la plus petite boîte sur la table de la cuisine, s'essuya les mains sur son pantalon, son regard encore perdu dans ses pensées. Il ne dit rien. Ella était assise en face de lui, serrant son vieil ours en peluche usé, regardant son père comme si elle attendait l'explication d'un miracle. « Il les a cachés pour toi ?» demanda Ella doucement. Thomas resta silencieux un instant, puis hocha légèrement la tête. Il n'était pas sûr, mais les yeux d'Edmond dans le portrait accroché dans le couloir semblaient le fixer maintenant, non pas avec reproche, mais avec attente. Il ouvrit un des vieux livrets bancaires et parcourut les chiffres. Le montant était suffisant pour changer complètement leur vie, non seulement pour survivre, mais pour vivre avec dignité, pour ne plus être rejeté ou méprisé. Thomas laissa échapper un long soupir silencieux. Cette maison en bois en décomposition, cette cave moisie, tout cela n'avait été qu'une coquille. Ce qui était à l'intérieur était le véritable héritage. Il murmura à lui-même comme incrédule, 80 millions de dollars. Il tira une chaise et s'assit, les yeux vides. Son visage n'était pas pâle à cause de la somme, mais à cause de la pression dans sa poitrine, comme si tout cela avait été mis en mouvement il y a longtemps, non une coïncidence, non un accident. Il ouvrit chaque compartiment dans le vieux coffre en fer, des documents certifiés de lingots d'or, des actions, des photographies jaunies des années 1970, et une enveloppe scellée avec une note manuscrite sur le devant, « À mon petit-neveu, si tu as eu le courage de retourner dans cette maison. » Il déchira le bord de la lettre. L'odeur de papier vieilli monta, mêlée aux moisies de la cave. À l'intérieur se trouvaient quelques lignes, l'écriture penchée mais audacieuse et ferme, si familière qu'elle fit sursauter son cœur. « Thomas, je t'ai laissé cette maison pour une raison. Tout le monde n'a pas de raison de retourner dans un endroit qui ne contient que de la déception. Mais si tu lis ceci, cela signifie que tu as fait la chose la plus difficile, tu es retourné à toi-même. Ils m'ont traité de fou de te laisser cette maison en ruine, mais c'était la seule chose qui pouvait garder un grand secret, un secret que seul un homme non aveuglé par la cupidité pouvait découvrir. Utilise-le sagement, non pour la vengeance, mais pour commencer quelque chose de pur. Edmund. Thomas plia la lettre lentement, sans un mot. Son esprit fut inondé de souvenirs du jour où il avait reçu l'avis d'héritage, une maison abandonnée, délabrée. Personne dans la famille n'y avait même jeté un coup d'œil, tandis que les autres cousins se battaient pour le manoir de banlieue près de Boston ou des parts d'entreprise. Thomas, le prétendu échec, le mouton noir, le vagabond, avait reçu cette épave en ruine, et maintenant il comprenait pourquoi. Parce qu'Edmond ne cherchait pas un héritier légal, il cherchait quelqu'un d'épargné par la cupidité, quelqu'un prêt à endurer le ridicule, à ramper dans un endroit rempli de poussière et de rats pour trouver la vérité, pas quelqu'un qui cherchait juste une vie facile. Personne n'avait vécu ici auparavant. La maison avait été scellée pendant plus de 20 ans. Ceux qui l'avaient vu secouer la tête, il n'y a là que de la pourriture et de l'espace gaspillé. Et c'est peut-être ce qui avait protégé le trésor, tout comme cela avait protégé le testament d'Edmond des mains avides. Thomas ne savait pas s'il devait rire ou pleurer, non parce qu'il avait été choisi, mais parce que pendant des années, il avait cru avoir été abandonné. Et peut-être, juste peut-être, c'était précisément parce qu'il avait été mis de côté, étiqueté comme un échec et avait traversé la vie en ravalant chaque blessure sans se plaindre, qu'Edmund avait vu en lui ce que personne d'autre ne pouvait voir, la détermination à mener les choses jusqu'au bout. Ella vint derrière lui, tenant toujours son ours en peluche usé. « Papa, on va vivre ici maintenant ?» Thomas se tourna et la regarda, hocha doucement la tête, son regard s'adoucissant, non plus rempli de doute. « Peut-être pas pour toujours, mais ce soir, c'est chez nous. » Les deux restèrent assis côte à côte tard dans la nuit. Personne n'alluma la télévision, personne ne vérifia le solde bancaire. Dehors, le vent hurlait à travers les vieilles bardeaux, mais à l'intérieur, pour la première fois, il ne faisait plus froid.
Non pas parce que les murs étaient plus étanches, mais parce qu'au plus profond de lui, Thomas ne se sentait plus comme un étranger. Le lendemain matin, un klaxon solitaire retentit sur le chemin de terre étroit, encore enveloppé dans le brouillard du petit matin. Thomas était assis sous l'auvent du porche, un marteau à la main, réparant la charnière rouillée de la vieille porte de garage qui était desserrée depuis des années. Les klaxons le surprirent légèrement. Personne ne passait jamais par ici, et certainement personne ne se souciait assez d'entrer. Il posa le marteau et se leva. Un VUS noir élégant s'arrêta devant le portail en bois patiné par les intempéries. Une paire de lunettes de soleil sortit en premier. C'était Sophia. Sa robe beige effleurait l'herbe couverte de rosée, les talons de ses chaussures s'enfonçant dans la terre. Derrière elle se tenait un homme en costume gris, tenant une pile de papier, clairement un avocat, pas besoin de deviner. Thomas fronça les sourcils et descendit du porche. Sophia. Elle retira ses lunettes de soleil et sourit légèrement, comme s'il s'agissait d'une visite décontractée et impromptue. Je passais par là et je me suis dit, peut-être que notre fille pourrait passer un peu de temps avec sa mère. De l'intérieur de la maison, elle sortit en courant, puis s'arrêta net en voyant sa mère. Il n'y eut aucune effusion de joie, juste une pause hésitante et elle resta immobile. Sophia fit un signe de la main, « Ma chérie, maman est venue te voir. » Elle a dit au nada. Elle se tourna vers Thomas comme si elle attendait son signal. Thomas hocha légèrement la tête, ses yeux ne quittant jamais Sophia. « Comment avez-vous su que j'étais ici ?» Sophia sourit, sa voix douce comme la soie. « Mon avocat tient à jour les registres immobiliers. Il paraît que vous avez récemment hérité de cet endroit. Je voulais juste m'assurer que ma fille vit en sécurité. » Puis elle se tourna nonchalamment, ses yeux s'arrêtant apparemment au hasard mais de manière bien trop précise sur le mur de briques latéral où Thomas avait tendu une bâche la nuit dernière sur la porte menant à la cave souterraine. Elle parla sans réfléchir, ou du moins en ulaire. « La maison est si vieille. Je peux sentir le bois humide monter du sol. Il doit y avoir un sous-sol en dessous. » Thomas se figea. La question était bien trop spécifique. Ce genre d'odeur ne pouvait pas être perçu de loin. Et Sophia, qui avait toujours été terrifiée par la poussière et la moisissure, était celle qui l'avait remarqué. Il parla lentement, le sous-sol est juste un vieil espace de rangement. Il n'y a rien là-dessous. Sophia sourit doucement, ne discuta pas. Mais ses yeux jetèrent un coup d'œil à la main de Thomas, de la saleté sous les ongles, une petite éraflure au poignet, et de la boue séchée encore collée à son genou de pantalon. Elle savait. Aucune preuve concrète, mais comme un prédateur flairant l'odeur du sang dans l'air, elle le sentait. L'avocat s'avança, tendant les documents. Nous venons avec de bonnes intentions, mais si nécessaire, nous déposerons une demande de tutelle temporaire pour assurer la sécurité d'Ella. Cette maison pourrait ne pas convenir à un enfant. Thomas ne regarda pas les papiers. Il regarda sa fille. Ella lui avait déjà serré la main, ses yeux ne regardaient même pas sa mère. La réponse était claire depuis un certain temps. Thomas prononça chaque mot avec une précision silencieuse, « Vous n'êtes pas venu ici pour Ella. Vous êtes venu parce que vous pensez qu'il y a quelque chose ici, n'est-ce pas? Ou peut-être que vous cherchez quelque chose. Mais n'utilisez pas Ella comme excuse. » Sophia garda le sourire, mais cette petite courbe de ses lèvres avait perdu sa certitude. « Je suis seulement venu voir ma fille. Tout le reste est dans votre tête. » Elle se retourna vers la voiture. Son talon s'enfonça dans une plaque de boue molle derrière la cour, juste à l'endroit où Thomas avait soulevé les planches de la cave la veille. Sophia marqua une pause, baissa les yeux, une empreinte de pas. Elle ne dit rien de plus, mais Thomas sut qu'à partir de ce moment, le jeu avait changé. Thomas resta immobile sur les marches du perron, son regard fixé sur le ciel morne au-dessus du portail. Le VUS de Sophia avait disparu moins de 5 minutes auparavant, mais le poids de sa visite s'accrochait encore à chaque planche de bois pourri de la vieille maison. Il ne rentra pas, il ne bougea pas. Ella se tenait derrière lui, ses petites mains agrippant le dos de sa chemise, silencieuse. Elle le ressentait aussi. Ce n'était pas l'une des menaces habituelles de Sophia. Elle n'était pas venue pour des retrouvailles. Elle était venue reprendre le contrôle. Thomas laissa échapper un soupir silencieux et sortit son téléphone. Il n'appela personne. Il rouvrit simplement la photo qu'il avait prise la nuit précédente dans la cave, le trésor, la lettre de son oncle,
et la dernière ligne écrite d'une écriture tremblante, le prix de la liberté est parfois d'abandonner tout ce qui vous tenait autrefois captif. Maintenant il comprenait. Son oncle ne lui avait pas laissé cette maison parce qu'elle était précieuse. Il l'avait laissée comme un dernier test, un test que seule une personne avec assez de patience, assez de foi et assez d'amour pouvait endurer et garder. Et maintenant Thomas avait les trois. Mais il était sur le point de perdre la chose la plus importante, Ella. Des pas résonnèrent doucement à l'intérieur. Ella était rentrée, avait ramassé son ours en peluche et était revenue regarder son père. « Papa, demanda-t-elle, sa voix petite mais perçante, si maman m'emmène, viendras-tu avec moi ?» La question tomba comme une lame. Thomas se figea, ses yeux s'enfonçant, comme si quelque chose d'enfoui depuis longtemps venait d'être déterré. « Personne ne t'emmènera nulle part, Ella. Je te le promets. » Mais quelques jours plus tard, cette promesse commença à se défaire. Depuis la nuit où Thomas avait découvert le sous-sol caché et son contenu explosif, toute la ville de Havenwood était en effervescence. Une source anonyme, tout le monde soupçonnait quelqu'un de l'intérieur de la maison, avait divulgué des photos de la carte au trésor et de sa Croix-Rouge à un blog local. En 12 heures, les gros titres explosèrent sur Facebook et dans le Havenwood Gazette, un vétéran découvre un trésor d'1 million de dollars dans un manoir hérité. Le nom de Thomas Miller devint instantanément le sujet le plus brûlant de la ville. On disait tout, qu'il était un solitaire, isolé, un homme avec un passé de dépression post-guerre, que le manoir pourrait cacher des objets illégaux, et le plus accablant, qu'une jeune fille y vivait dans des conditions insalubres. Pour hériter d'une fortune aussi immense, 3 jours après la publication du 3e article, Thomas reçut une lettre du tribunal du comté, une poursuite judiciaire formelle, déposée par Sophia Delaney pour les droits de garde. Thomas ne fut pas choqué. Il serra simplement le papier si fort qu'il faillit le déchirer, puis le plia en 3 et le posa sur la table, comme un acte d'accusation qui n'avait pas besoin de procès. Ce matin-là, la mairie de Havenwood avait été convertie en salle d'audience temporaire. Chaque siège de la galerie était rempli, non pas parce que l'affaire était complexe, mais parce que tout le monde voulait apercevoir l'homme qui avait trouvé de l'or. Les équipes de presse locales installèrent des caméras juste devant les portes. Des murmures résonnaient dans les couloirs, on dirait que l'ex-femme veut sa part. Non, elle poursuit pour l'enfant, pas pour l'argent. Mais personne ne croyait vraiment ce qu'il disait. Thomas était assis silencieusement du côté droit de la salle d'audience. Il portait un vieux costume gris, le col légèrement de travers, mais le dos droit comme jamais. À côté de lui était assis Rawlins, l'avocat commis d'office, poli, mais clairement surpassé par l'équipe juridique de poids lourd d'en face. Sophia était assise à gauche, vêtue d'une robe de velours noir, un foulard en soie drapé sur ses épaules. Son visage ne trahissait aucune émotion. À ses côtés se trouvaient 2 avocats, vifs, soignés, précis. Derrière elle était assis un homme plus âgé aux cheveux argentés et aux lunettes à monture dorée, son père, un ancien juge d'État connu pour son comportement suffisant et au-dessus des lois. Les portes s'ouvrirent. Le juge Harper entra dans la salle d'audience, un homme d'âge mûr qui semblait avoir présidé bien trop d'affaires de divorce ennuyeuses, mais aujourd'hui il faisait face à une salle bondée de mur à mur. Ce n'était pas juste une autre affaire civile, c'était le litige de garde le plus suivi de la ville. Ceci est l'audience de garde temporaire pour Ella Grace Miller. Demandeur, vous pouvez commencer. L'avocat de Sophia se leva. Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot était pointu et délibéré, comme le tranchant froid d'un couteau. Votre honneur, ma cliente, Madame Sophia Delaney, est la mère biologique légale d'Ella. Il y a 6 mois, elle a volontairement demandé la garde de sa fille suite au divorce, mais n'a reçu aucune coopération. Récemment, elle a été informée qu'Ella vivait dans des conditions dangereuses, spécifiquement un domaine vieillissant sans système de sécurité, sans nounou professionnel, et sans accès à un soutien médical ou psychologique. Il marqua une pause, puis tapota sa tablette, projetant une image sur le grand écran de la salle d'audience, une capture d'écran d'un article local, trésor d'1 million de dollars, soldats et enfants vivant sur une fortune non réglementée. Et plus important encore, continua-t-il, avec la découverte d'importants actifs financiers, nous avons des raisons de croire que la tutelle est exploitée à des fins lucratives, l'enfant étant au centre de cette exploitation. Ce n'est plus une affaire de garde standard. C'est un litige impliquant de l'argent, des biens et un contrôle légal. Il se tourna vers Thomas, son regard aussi perçant que s'il regardait un homme qui venait de décrocher le gros lot. Quant au père, Monsieur Thomas Miller, il a été licencié de l'armée il y a moins d'1 an,
n'a pas d'emploi stable et ne possédait aucun bien personnel jusqu'à récemment, lorsque plusieurs objets de valeur non enregistrés ont été trouvés dans la maison héritée. Cela pose un risque psychologique important, en particulier pour quelqu'un qui est encore en phase de réintégration sociale. Tout au long de la procédure, Sophia garda les yeux fixés sur Thomas. Elle ne parla pas, ne sia pas, comme si tout cela était son droit, comme si elle savait déjà qu'elle allait gagner. Rollins, l'avocat commis d'office de Thomas, feuilleta plusieurs documents. Il se leva, visiblement moins soigné, mais ferme dans son ton. Votre honneur, Monsieur Miller est actuellement le tuteur principal de l'enfant, résidant avec Ella dans la propriété léguée par son défunt oncle. L'enfant reçoit des soins, une éducation et une nutrition appropriées. Il n'y a aucune preuve médicale de négligence ou de préjudice émotionnel. Les allégations d'instabilité psychologique n'ont pas été validées par une autorité sanitaire. Le juge Harper hocha brièvement la tête. Merci. Le demandeur a-t-il des preuves concrètes? L'avocat de Sophia fit un signe. Un greffier s'approcha avec une enveloppe noire et commença à étaler plusieurs photographies, une d'Ella debout devant la maison dans une veste trop grande, le visage fatigué, une autre d'elle assise dans un salon faiblement éclairé, la dernière, une image floue d'une carte au trésor dessinée à la main, montrant clairement une marque X rouge. Ce sont nos preuves. Ma cliente est profondément préoccupée par le fait que l'enfant soit entraîné dans un environnement douteux, centré sur l'exploitation de richesses non divulguées. Cela peut avoir des effets durables sur son développement émotionnel et cognitif. Thomas serra les poings. Il voulait se lever, dire quelque chose, n'importe quoi. Mais il savait que tout ce qui sortirait de sa bouche maintenant serait déformé. Parce que Sophia ne voulait pas seulement la garde d'Ella. Elle construisait un dossier pour le priver de sa capacité juridique, pour tout réclamer. Après près de 2 heures d'arguments, le juge Harper rendit sa décision. Ayant examiné les conditions temporaires, la documentation du demandeur, et en considération de la stabilité émotionnelle de l'enfant mineur, j'accorde par la présente la requête. Ella sera placée en garde temporaire chez sa mère pour 2 semaines. Pendant cette période, le tribunal procédera à une évaluation indépendante des environnements de vie des 2 parties. Le marteau frappa. L'audience est levée. Thomas ne se leva pas immédiatement. Sa tête resta baissée. Dans sa main se trouvait une vieille photographie d'Ella à l'âge de 4 ans, les 2 au bord de la rivière. C'était la première fois qu'elle disait « Papa, je veux vivre avec toi pour toujours ». Il rangea la photo dans son portefeuille, se leva et, sans regarder personne, marmonna à Rawlins « Je comprends maintenant. C'est comme ça qu'ils font passer le vol pour légitime, n'est-ce pas ?» Roland ne dit rien. C'était un avocat, pas un optimiste. Mais à ce moment-là, lorsque Sophia se leva et ne jeta même pas un coup d'œil à Ella, seulement un regard froid à Thomas, il comprit. Oui, tout cela avait été orchestré. Ce soir-là, la maison était silencieuse. Thomas rentra seul. Il n'alluma pas les lumières, versa juste un verre d'eau et s'assit à la table à manger vide. Sur la table reposait toujours une copie du certificat d'héritage. À côté, un ensemble de notes détaillant les niveaux souterrains du domaine, les plans d'étage et les diagrammes historiques. Mais il ne les regarda pas. Adossé à sa chaise, Thomas ne pleura pas, ne cria pas. Il n'y avait qu'un calme glacial au fond de sa poitrine. Dehors, le vent balayait la forêt. Les journaux, alimentés par des rumeurs d'un trésor d'1 million de dollars, continuaient de circuler dans la ville. Mais ici, à l'intérieur de ce qui était autrefois rejeté comme une maison en ruine, un père réalisa, pour protéger sa fille et l'héritage qu'elle représente, il devrait se battre non pas comme un soldat, mais comme un héritier. Sophia obtint la garde temporaire pour 2 semaines, mais elle ne ramena jamais Ella à la maison. Au lieu de cela, elle s'enregistra dans un hôtel, rejointe par son père et un auditeur bancaire. Entre leurs mains se trouvait un inventaire divulgué des biens hérités de Thomas, et comme Thomas l'avait craint, il préparait un 2e procès, une demande de partage de la succession, arguant que Thomas n'était pas légalement compétent pour la posséder. Depuis la décision du tribunal concernant la garde temporaire, la vieille maison de Thomas avait retrouvé son silence originel et froid. Plus de rires d'Ella résonnant dans les couloirs, plus de petites tasses en porcelaine bleue posées en diagonale à côté de sa tasse à café. Chaque coin, chaque passage portait encore les traces d'un enfant, et son absence rendait tout irrémédiablement faux. Mais ce n'était pas seulement la solitude qui le tenait éveillé. C'était l'enveloppe qui arriva le lendemain matin. Pas d'adresse de retour,
juste une seule ligne manuscrite sur le devant, « Soyez prudents, ils ne veulent pas seulement la fille ». À l'intérieur se trouvait une copie d'une nouvelle poursuite déposée par Sofia. Cette fois, elle ne réclamait pas seulement la garde permanente d'Ella, elle et sa famille revendiquaient également légalement les biens découverts après le mariage. En vertu de la loi de l'État, s'il y avait eu une relation conjugale antérieure, une partie pouvait demander une portion des biens nouvellement acquis, à condition de pouvoir prouver que cela avait des implications potentielles pour le bien-être de leur enfant commun. Et Sofia, soutenue par son père, faisait maintenant exactement cela. Thomas jeta la pile de papier sur la table. Il ne dit pas un mot, mais sa main tremblait, non par peur, mais par le sentiment d'être arraché à sa propre vie. Il appela son avocate privée. L'appel tomba directement sur la messagerie vocale. Cette nuit-là, Thomas se rendit au centre-ville, au bureau des dossiers financiers publics. Un vieux greffier, enseveli sous une montagne de paperasserie, leva les yeux en le voyant entrer. « Je voudrais consulter les dossiers de pension alimentaire ou d'aide publique déposés sous les noms de Sophia Delaney ou Ella Carter, remontant à 3 ans, dit Thomas. Le greffier fronça les sourcils. « Et votre lien de parenté avec l'enfant ? Je suis son père, et j'ai besoin de preuves de cela avant qu'une autre puissante famille ne m'enterre avec son argent. » L'homme ne posa plus de questions. 15 minutes plus tard, Thomas tenait entre ses mains un épais rapport imprimé. Ligne par ligne, entrée par entrée, tout y était, des dossiers de Sophia demandant l'aide aux mères célibataires alors qu'elle vivait déjà avec Thomas depuis l'âge de 3 ans, des déclarations clairement marquées, aucun soutien financier du père biologique, la mère est l'unique pourvoyeuse de soins. De fausses déclarations, des paiements mensuels de programmes fédéraux qui permettaient à Sophia de continuer à vivre dans un appartement de luxe en centre-ville, tandis qu'elle était envoyée à la campagne où son père luttait à la fois avec une guerre psychologique et financière pour reconstruire sa vie. Et c'était exactement ce dont Thomas avait besoin. 3 jours plus tard, Thomas se présenta dans une chemise blanche boutonnée, un épais dossier à la main. Il frappa à la porte du bureau d'un détective privé recommandé par un vieil ami. Un homme d'âge mûr ouvrit, tenant encore son café. « Thomas, c'est ça ? Ancien militaire du Vermont. Je ne cherche pas à espionner mon ex-femme. J'ai juste besoin de quelqu'un pour vérifier si elle est déjà venue dans cette ville avant sa prétendue visite à notre fille, spécifiquement juste après que la nouvelle ait éclaté concernant le domaine de plusieurs millions de dollars liés à cette maison. Vous soupçonnez qu'elle le savait déjà ? Pas je soupçonne, je sais. » Le détective esquissa un léger sourire et hocha la tête. « Je peux le découvrir. Donnez-moi 2 jours. » Thomas hocha la tête en retour. Il n'était pas pressé. Ceux qui trompent finissent toujours par s'emmêler dans la corde qu'ils ont tissée. Il n'avait qu'à tenir l'autre extrémité. Jeudi matin, une légère bruine balayait la ville. Thomas essuyait le porche d'entrée lorsque le téléphone sonna. « C'est moi. Vous voulez des informations ? Sophia est arrivée en ville une journée entière avant sa prétendue visite surprise à sa fille. Elle s'est enregistrée dans un hôtel de gamme moyenne sous un faux nom. Ce qui est intéressant, c'est que dans les registres du système hôtelier, il y a un article imprimé sur le trésor caché dans le domaine Carter. Elle l'a emporté avec elle. Et elle a également enregistré une image de l'ancien manoir depuis Google Maps. » Thomas ne dit rien, mais un frisson froid lui parcourut l'échine. Elle savait. Elle n'était pas venue pour Ella. Elle était venue pour le trésor, et Ella n'était que l'excuse la plus commode. Cette nuit-là, Thomas se tenait devant le bureau en bois de son cabinet, organisant toutes les preuves, photographies, dossiers d'aide financière, dossiers de procès, confirmation d'enregistrement à l'hôtel et l'article imprimé qu'elle avait emporté. Un mince dossier, mais lourd comme des briques. Personne ne l'aidait, mais personne ne pouvait l'arrêter non plus maintenant. Il en imprima 2 copies. L'une fut envoyée à son ancienne avocate, l'autre fut déposée auprès du département de la justice de la ville, accompagnée d'une contre-requête formelle, une demande d'enquête sur le motif d'utiliser une enfant mineure comme un outil pour s'emparer illégalement de biens par sa mère biologique, Sophia Delaney. Le lendemain, une lettre arriva du bureau d'évaluation. Nous avons reçu la soumission de Monsieur Thomas Carter. Mademoiselle Sophia sera tenue de clarifier certaines questions juridiques concernant l'aide financière et l'intention déclarée derrière sa revendication de propriété. Au bas de la lettre, une ligne était en gras, le tribunal accélérera l'examen s'il y a des preuves qu'un enfant est utilisé comme instrument juridique par l'une ou l'autre des parties. Ce soir-là, Thomas alluma la petite lampe sur son bureau et prit un crayon. Il commença à redessiner le plan de la maison,
non pas pour chercher des sous-sols cachés, pas pour un trésor, mais pour quelque chose de plus profond, une dernière couche de protection, une vraie vie. Dans la chambre d'Ella, il aéra son oreiller, plia la couverture exactement comme elle l'aimait. Puis, tranquillement, il plaça un dessin au crayon qu'elle avait fait de deux dans un cadre en bois. Sur le verre, d'une écriture tremblante mais chaleureuse, se trouvaient les mots « Papa et ma maison ». Sophia pourrait gagner la garde, elle pourrait poursuivre pour une part du domaine, mais Thomas jura qu'elle n'achèterait jamais l'amour d'une enfant. Parce que les mains qui ne touchent jamais ne retiendront jamais un vrai cœur. Le lendemain matin, Thomas se leva tôt. Soudain, son téléphone sonna. C'était son avocate. « Madame Caroline Thomas, je viens de recevoir un avis de l'équipe juridique de la famille Dawson. Sophia a officiellement déposé une requête pour revendiquer une partie des biens post-matrimoniaux, spécifiquement la valeur du bien immobilier découvert après votre divorce. Elle argue que les fondements de cette découverte ont été bâtis pendant le mariage. » Thomas serra fermement le téléphone. Que veut-elle de plus à part Ella? Caroline soupira. Ce n'est pas seulement Ella. Ils exigent au moins 40% de la valeur totale de ce qui a été trouvé dans la maison, citant une proposition de compensation pour les soins. Leur allégation est que Sophia a contribué à bâtir les fondations de la famille alors que vous viviez encore ensemble. D'après les apparences, il joue la carte de la fermeté. Thomas ne répondit pas. Il se leva et se dirigea directement vers l'arrière-cour, où la maison semblait maintenant un peu moins abandonnée. Il regarda autour de lui et le visage d'Ella lui vint soudain à l'esprit, la façon dont ses yeux sillaient quand sa mère élevait la voix, la façon dont elle se recroquevillait au son du ton froid de Sophia. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait d'Ella. S'il ne se battait pas maintenant, il ne perdrait pas seulement sa fille. Sa dignité et l'âme de cette maison seraient également traînées dans la boue. Cet après-midi-là, il alla voir mademoiselle Nora, la directrice de l'ancienne école primaire d'Ella. Quand elle vit Thomas, son front se fronça doucement. Je me souviens encore des yeux d'Ella ce jour-là. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas rentrer à la maison, et ce qui m'a brisé le cœur, c'est que j'ai dû mentir. Je lui ai dit que tout irait bien. Thomas ouvrit un dossier et le posa sur la table devant mademoiselle Nora. À l'intérieur se trouvaient les horaires scolaires, les dossiers médicaux et des notes manuscrites d'Ella, preuve qu'elle n'avait pas été correctement soignée par sa mère biologique. Une lettre en particulier fit geler Nora. L'écriture était enfantine et inégale, maman dit que je n'ai pas besoin de docteur, j'ai juste besoin d'arrêter de pleurer et d'aller mieux. Mais ça fait toujours mal. Nora leva les yeux, sa voix tendue. Vous allez utiliser ça? Thomas hocha la tête. Pas au tribunal. Je ne ferai plus subir ça à Ella. Mais le public a besoin de voir la vérité avant qu'elle ne peigne sa version à la télévision nationale. Cette nuit-là, la première vidéo apparut sur les réseaux sociaux depuis un compte anonyme. Un diaporama d'images et de textes défilait à l'écran, une photo d'Ella tenant un bras meurtri, accompagnée de la légende, cette petite fille suppliait autrefois d'être inscrite à la garderie après l'école parce qu'elle avait peur de rentrer à la maison. Qui est sa mère biologique, et pourquoi un père autrefois silencieux prend-il enfin la parole? L'opinion publique commença à se diviser en deux camps, mais une chose était claire, Thomas n'essayait pas de jouer la victime. Il se contentait de publier et de rester silencieux. 3 jours plus tard, une interview en ligne fit surface, mettant en vedette nul autre que l'ancien professeur de sport d'Ella. Cette petite fille a été forcée de rester dehors en hiver parce qu'elle avait oublié d'apporter l'argent de la collecte de fonds de la classe. Quand nous avons appelé sa mère, elle a dit « Ne m'appelez pas, appelez son père ». J'ai fait ma part. Je ne sais rien sur le trésor caché, mais si la justice a un sens, cet enfant mérite de vivre avec quelqu'un qui veut être un parent, pas quelqu'un qui essaie de lui mettre un prix. La vidéo se répandit plus vite que n'importe quelle nouvelle du tribunal auparavant. Un soir, Thomas reçut un message de Caroline. Ils veulent régler à l'amiable. Ils ont peur des dommages à leur image publique avant l'audience officielle de partage des biens. Thomas esquissa un léger sourire amer. Ce que la famille Dawson craignait, ce n'était pas lui. C'était la lumière de la vérité, une fois qu'il n'y avait plus rien à cacher. Une semaine plus tard, lors d'une réunion informelle au bureau de l'avocat de la ville, Sophia entra vêtue d'une robe de soie couleur crème. Son visage ne portait plus la confiance d'autrefois. Assise en face de Thomas, elle sortit son téléphone, fit défiler brièvement, puis leva les yeux vers lui. « Je n'aurais jamais cru que vous vous abaisseriez à utiliser votre fille comme une arme.
Je n'ai jamais cru que vous considériez réellement Ella comme votre fille, répondit Thomas. Elle laissa échapper un rire, mais il était creux. Si je me retire, seriez-vous prêt à signer une déclaration renonçant à vos droits sur les biens? Si je faisais ça, qui enseignerait à Ella que la justice ne vient pas du silence? La réunion se termina sans une seule signature, mais Sophia savait que Thomas n'était plus l'homme qui s'était autrefois éloigné de cette ville en silence. Il était père maintenant, et une fois qu'un père choisit de se lever, rien au monde ne peut le faire chuter à nouveau. La maison était silencieuse. Le soleil était déjà haut dans le ciel, mais Thomas n'avait toujours pas quitté l'atelier d'art. Il se tenait immobile devant une grande toile, une que Ella avait laissée inachevée. C'était une scène familière, lui, la petite fille, et l'oncle Edmund debout devant la maison. Mais dans le coin inférieur, sans que personne ne le lui dise, Ella avait esquissé une silhouette supplémentaire, une femme aux cheveux longs, tournée. Elle se tenait à distance, ne faisant pas partie du tableau principal, plus comme une ombre. Thomas se souvint d'avoir retourné la toile et d'avoir regardé le dos. Là, d'une écriture tremblante d'enfant, une seule ligne apparaissait, « Ne t'inquiète pas, papa. Je sais que maman ne m'aime pas. » Sa main se serra, non par colère, mais par douleur. Aucun enfant ne devrait jamais écrire une chose pareille. Mais Ella avait appris depuis longtemps à rester silencieuse, et ce silence même les protégeait tous les deux maintenant. Cet après-midi-là, une lettre du bureau des successions fut remise en main propre à Thomas, demande de réouverture d'enquête sur la propriété héritée déposée par Madame Sophia Delaney. Déclaration, les biens de la maison ne sont pas uniquement la propriété de Monsieur Thomas mais une partie d'un patrimoine commun formé pendant le mariage, demandant le partage égal de toute valeur nouvellement découverte. Thomas la relut encore et encore. Le sang dans ses veines sembla s'arrêter. Une partie de lui savait que cela viendrait. Ce n'était qu'une question de temps. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle dépose une chose aussi effrontée. Elle voulait tout, pas seulement leur fille, mais la seule pièce de valeur qu'il venait de découvrir, enfouie pendant tant d'années. Il prit une profonde inspiration et se dirigea calmement vers le salon. Sur la table se trouvait le cahier de gribouillage d'Ella. Thomas feuilleta les pages doucement, s'arrêtant sur un post-it taché d'eau. C'était une note manuscrite d'Ella datant de 2 mois, une simple auto-réflexion d'un devoir scolaire, les gens que j'aime le plus, papy, papa, oncle Edmond. Les gens que je ne veux pas voir, maman et le petit ami de maman, parce que chaque fois que je les vois, ils demandent « Ton papa a-t-il déjà de l'argent ?» Thomas retira la note et la glissa dans la poche de sa chemise. La preuve n'avait pas besoin d'être grandiose, elle devait juste être vraie et opportune. Cette nuit-là, après qu'Ella fut endormie, Thomas reçut un étrange appel. La voix à l'autre bout était rauque. Aucune présentation donnée. Si vous êtes intelligent, signez le papier et partagez les biens. La fille reste en sécurité et vous gardez la moitié de la fortune. C'est votre choix. Thomas ne répondit pas. Il raccrocha, mais il ne jeta pas le téléphone. Il alluma l'enregistreur. Un vieil instinct de soldat avait repris le dessus. Tôt le lendemain matin, il alla voir son avocate, Madame Pamela Green. « Ils me menacent, dit-il. Ils veulent tout, et je ne peux plus protéger ma fille avec juste de l'émotion. » Pamela feuilleta le dossier, puis leva les yeux. « Nous devons faire 2 choses, premièrement, prouver que Sophia a abandonné Ella à plusieurs reprises et est inapte à être mère. Deuxièmement, rouvrir les dossiers financiers et de communication. Trouver des preuves qu'elle connaissait le trésor à l'avance, ce qui montrerait qu'elle avait l'intention de revendiquer les biens dès le début. S'il s'avère qu'elle ne l'a découvert que récemment, alors elle n'a aucun fondement juridique pour exiger une part. » Thomas fronça les sourcils. Elle s'est présentée à la maison un jour après que les nouvelles locales aient éclaté l'histoire, mais aucune photo n'avait encore été publiée, alors comment a-t-elle su l'emplacement exact? Pamela hocha la tête. C'est la faille dans leur plan. Je m'occuperai du côté financier. Quant à vous, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Documenter la vie quotidienne d'Ella. S'ils essaient de la forcer à retourner chez sa mère, le tribunal aura besoin de voir où est vraiment sa maison. 2 jours plus tard, Thomas accrocha une petite caméra corporelle que Pamela lui avait donnée. Il la glissa discrètement dans la chemise d'Ella lors de leur réunion au centre d'enquête. « Si un jour papa n'est plus là, avec qui voudrais-tu vivre ?» demanda-t-il. Ella réfléchit un instant, puis désigna un buisson et murmura, « Avec ce lapin pelucheux là-bas. »
Thomas rit et puis les larmes vinrent. Cette vidéo, selon Pamela, pourrait faire fondre le cœur de n'importe quel jury. Au même moment, un courriel anonyme arriva dans la boîte de réception du cabinet d'avocats. Il contenait un extrait audio, Sophia parlant à son petit ami. Ces mots étaient glaçants. Si la fille revient, obtenir cet héritage sera une affaire conclue. Ce n'est pas comme si l'oncle avait signé quoi que ce soit. Pamela ne savait pas qui l'avait envoyé, mais Thomas avait une forte intuition, Clarisse, l'ancienne femme de ménage de la famille Delaney. Elle avait adoré Ella depuis qu'elle était petite. Quelques semaines plus tôt, elle avait appelé Thomas et lui avait dit calmement, « Si je découvre quoi que ce soit, je ne resterai pas silencieuse. » Le vent avait commencé à tourner. Vendredi matin, Sophia publia un communiqué de presse, « Je veux seulement que ma fille vive dans le meilleur environnement. Je n'ai aucun intérêt dans l'héritage. Toutes les accusations sont fausses. » Le même jour, Thomas envoya à la presse 3 choses, une vidéo d'Ella dessinant, l'enregistrement audio de Sophia menaçant au sujet de l'héritage, et une note manuscrite d'Ella, « Je ne veux pas voir maman. » Les médias explosèrent. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Cet après-midi-là, Pamela se présenta à la maison de Thomas avec un dossier. Elle est sur le point de perdre, mais avant que le tribunal ne commence, il y a quelque chose que vous devez préparer. Qu'est-ce que c'est? Le pire des scénarios. S'ils utilisent le pouvoir et l'argent pour prendre la fille, qu'êtes-vous prêt à faire? Thomas ne répondit pas tout de suite. Il monta à l'étage, regarda Ella dormir paisiblement, puis redescendit. Je me battrai comme je l'ai fait sur le champ de bataille, mais cette fois je ne porterai pas d'armes. Je porterai une enfant et la vérité. À la fin du chapitre, Thomas ouvrit son courriel. Une invitation était arrivée de Truth Behind the Silence, une émission de débat national connue pour exposer les conflits familiaux très médiatisés. Il l'avait invité, lui et Sophia, à y participer. Thomas n'eut pas besoin de temps pour réfléchir. Il tapeta une ligne, « Je serai là et je ne resterai pas silencieux. » Tôt le matin, une douce pluie drapait le toit de tuiles usées du vieux manoir, chaque goutte tombant doucement comme le dernier souffle d'un long cauchemar. À l'étage, dans le couloir du 2e étage, Ella était assise tranquillement près de la fenêtre, serrant son ours en peluche déchiré. Ses yeux ne portaient plus la panique des jours où elle avait été forcée de s'éloigner de son père, mais la paix n'était pas non plus entièrement revenue. 10 jours après l'agitation au bureau d'évaluation, la bataille pour la garde d'Ella et la propriété du domaine touchait à sa fin. Une voiture noire s'arrêta au portail. Thomas s'était levé tôt, vêtu d'une chemise blanche, tenant un dossier de documents. Il ne dit rien à sa fille, se contenta de lui tapoter doucement l'épaule avant de sortir de la maison. La réunion d'aujourd'hui n'avait pas lieu dans une salle d'audience. Il n'y avait pas de journalistes, pas d'attention publique. Mais pour Thomas, c'était le lieu qui déterminerait le vrai destin du père et de la fille. La salle de conférence du Conseil d'État du Vermont sur les affaires sociales et légales était située dans un vieux bâtiment majestueux du côté sud de la ville. À l'intérieur se trouvaient 3 représentants, un juge honoraire, un jeune superviseur de l'Agence de protection de l'enfance et un conseiller financier indépendant. Du côté de Thomas, il n'y avait que lui et son avocate privée. De l'autre côté de la table, Sophia, ses parents et 2 avocats. Ces mêmes visages froids et familiers. Mais aujourd'hui, personne ne sourit avec suffisance, personne n'éleva la voix. Le dossier s'ouvrit, non pas sur le trésor, mais sur les rapports psychologiques scolaires d'Ella des 2 années où elle avait vécu chez ses grands-parents maternels, ainsi qu'un enregistrement audio d'une conversation récente entre la fille et une assistante sociale. Elle a dit que pendant les 2 ans où elle avait vécu chez sa mère, il n'y avait pas une seule photo de son père, pas une. Chaque fois qu'elle demandait, sa mère disait, « C'est lui qui t'a abandonné. » Personne du côté de Sophia ne le réfuta, car ces mots avaient en effet été prononcés. Et une chose de plus. Sur la base des relevés financiers de l'Agence de soutien à l'enfant pour 2 années consécutives, Sophia avait reçu des paiements de soutien pour Ella, mais en avait détourné la majeure partie vers son compte personnel. Pendant ce temps, les dépenses pour Ella étaient inférieures au minimum requis par l'État, pas de jouets, pas d'activités communautaires, pas d'assurance maladie. Qu'a-t-elle fait de l'argent? L'avocate de Thomas plaça une photo sur la table, Ella endormie sur le sol, sa tête reposant sur son sac à dos d'école, entourée de factures impayées dans l'ancienne chambre louée de Sophia. Puis vint une voix, étranglée, douce, de l'enregistrement audio. C'était celle d'Ella. Quand on lui demanda où elle voulait vivre, « Je veux juste être quelque part où quelqu'un m'attend à la maison. »
Personne ne rit, personne ne parla, mais chaque mot dans cette pièce changea quelque chose. Plus tard cet après-midi-là, Thomas reçut une lettre manuscrite directement du conseil. Le contenu était bref, mais chaque ligne aussi claire que le soleil après une tempête. La pleine garde légale d'Ella est accordée à Monsieur Thomas Miller. De plus, la propriété découverte au 103 à Maple Lane est légalement détenue par Monsieur Miller, conformément au transfert de testament notarié. Aucune propriété conjugale partagée ne sera appliquée. Tout en bas, au stylo, se trouvait une note manuscrite du juge honoraire. Un enfant ne choisit pas qui est le plus riche. Il choisit qui le fait se sentir vraiment aimé. Thomas lut la lettre, puis la plia. Il ne parla pas, ni joie, ni larmes. Il marcha simplement vers l'arrière-cour où Ella était assise, dessinant. Elle leva les yeux. « Tu sais, papa, dans les contes de fées, les enfants sont toujours sauvés juste à temps. » Thomas s'assit à côté d'elle, pressant doucement son front contre le sien. « Alors qu'est-ce que ça fait de moi? Un chevalier? Non. Tu es celui qui n'a pas abandonné. » Une semaine plus tard, la ville ne bourdonnait plus de rumeurs sur le trésor. Mais les gens racontaient toujours l'histoire d'un ancien soldat, autrefois abandonné par sa femme, moqué par toute sa famille, laissé à vivre dans une maison en ruine que personne ne voulait. Cet homme garda la maison, garda sa fille et garda sa dignité. Non pas en ripostant, mais en leur prouvant qu'ils avaient tort. Non pas en se montrant, mais en restant ferme. À l'intérieur du manoir, Ella accrocha un nouveau tableau qu'elle avait fait, un homme en uniforme debout dans une vieille maison, serrant fort la main d'une petite fille. En dessous, d'une écriture maladroite et enfantine, il était écrit « Papa et moi, les derniers qui sont restés ». Quand la nuit tomba, il n'y eut plus d'arguments, plus de menaces légales, plus d'avocats. Juste la lueur jaune chaude débordant des fenêtres sur les marches du perron. Thomas se tenait sur le balcon, regardant le ciel. Non pas à cause du trésor, non pas pour la victoire, mais parce que pour la première fois depuis de nombreuses années, il se sentait enfin à sa place. Cette maison avait maintenant une âme, non pas des lingots d'or cachés dans ses murs, mais d'une petite fille assez courageuse pour l'appeler papa et d'un homme assez courageux pour traverser la ruine pour s'accrocher à ce qui comptait le plus dans la vie. Le soldat est revenu non pas pour trouver des richesses, mais pour découvrir le plus grand trésor de tous, l'amour inconditionnel de sa fille. Le manoir, autrefois rejeté comme sans valeur, est devenu la preuve vivante d'une simple vérité, ce n'est pas la richesse qui fait un bon père, c'est le cœur qui maintient une famille unie. Que pensez-vous du parcours de Thomas? Si c'était vous, auriez-vous eu la force de tenir ferme face à ceux qui ont à la fois l'argent et le pouvoir juridique? Et peut-être, juste peut-être, dans nos propres vies, les choses que nous négligeons ou considérons comme insignifiantes pourraient porter la valeur la plus profonde et la plus durable. Si vous avez déjà été confronté à quelque chose de similaire, ou si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ci-dessous. Notre chaîne n'est pas seulement là pour raconter des histoires, nous sommes là pour écouter et pour rassembler ceux dont le cœur a été incompris. Allez-vous bien? Comment vous êtes-vous senti récemment, physiquement et émotionnellement? Nous espérons sincèrement que la vidéo d'aujourd'hui vous a apporté un certain réconfort, ou du moins, vous a rappelé que vous n'êtes pas seul.